Mon frère m'a désinvité pour Noël, en disant « Cette fête n'est pas un endroit pour les losers ». J'ai répondu « Tu as raison, les gagnants paient leurs propres factures ». J'ai alors immédiatement annulé les frais de scolarité de ses enfants et le leasing de la voiture de sa femme. Quand l'agent de saisie est arrivé. Je m'appelle Elisabeth, 32 ans, femme. Je vis seule dans une maison minimaliste que j'ai conçue moi-même, remplissant ses murs de photographies de bâtiments qui ont plus d'âme que les gens avec qui j'ai grandi. Je suis photographe d'architecture, une profession que ma famille tolère avec un sourire condescendant. Ils n'ont jamais compris pourquoi je ne prenais pas un vrai emploi dans le cabinet de mon père, mais ils étaient heureux de dire à leurs amis que j'étais l'artiste de la famille. Toute ma vie a été une performance de gratitude pour un monde que je n'ai jamais demandé, un monde bâti sur le pouvoir de notre nom de famille. Un nom que j'étais sur le point de quitter pour toujours. C'est l'histoire de la façon dont un appel téléphonique négligent, une seule phrase entendue par hasard, m'a donné la force de démanteler la cage dorée que ma famille avait construite autour de moi. Ils pensaient que j'étais leur dépendante, leur échec, celle qui ne réussirait jamais. Ils étaient sur le point de découvrir ce qu'une perdante pouvait accomplir quand elle décidait enfin d'arrêter de jouer leur jeu. Avant que cette histoire ne se déroule, j'aimerais me connecter avec vous. Veuillez me faire savoir dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est dans votre coin du monde. C'est incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. La vie dans l'orbite de la famille Harrison, ma famille, était régie par un ensemble de règles tacites, mais rigoureusement appliquées. Règle numéro 1, l'image publique est primordiale. Règle numéro 2, la loyauté familiale est absolue, ce qui était vraiment une autre façon de dire que la loyauté envers mon père, George, était absolue. Et règle numéro 3, celle qui s'appliquait spécifiquement à moi, sois reconnaissante. On me rappelait constamment cette obligation, non pas avec des mots, mais avec des gestes, des cadeaux, avec l'air même que je respirais. Ma vie, sous-entendait-il, était un présent qu'il m'avait généreusement offert, et il serait terriblement impoli de ne pas en être reconnaissante. Mon père, George Harrison, était un titan dans le paysage financier de la ville. Il était le PDG de Harrison Investment, une entreprise que son propre père avait fondée. Il était vif, charismatique en public et portait une aura d'autorité qui faisait taire les pièces. Ma mère, Emma, était l'épouse de PDG parfaite. Élégante, socialement douée et farouchement protectrice de la réputation de la famille. Elle présidait des galas de charité et siégeait au conseil d'administration de musées. Son existence entière était une leçon magistrale sur la performance de la richesse. Ensuite, il y avait mon frère aîné, Charles. Il était l'héritier, le fils prodige, l'incarnation vivante de l'ambition de mon père. Il avait suivi le chemin prescrit sans dévier. École de commerce de l'Ivy League, un emploi dans une entreprise rivale pendant exactement 2 ans pour faire ses preuves, puis une ascension rapide au poste de vice-président chez Harrison Investment. Il était beau, confiant et totalement dépourvu du doute de soi qui semblait me tourmenter. Pour mes parents, Charles était une réussite. Moi, j'étais un projet. Mon choix de devenir photographe d'architecture avait été une source de déception tranquille, mais tenace pour eux. Ce n'était pas une carrière dont ils pouvaient se vanter dans leur club de golf. Il n'y avait pas d'option d'achat d'actions, pas de bureau d'angle, pas d'échelle claire à gravir. C'était de l'art, ce qui dans leur monde était un passe-temps, pas une profession. Pourtant, ils jouaient leur rôle. Quand j'ai décidé de construire ma propre maison il y a 5 ans, mon père avait offert l'argent pour le terrain et la construction en cadeau. Chaque Harrison a besoin d'une base solide, Elisabeth, avait-il dit en me tapant sur l'épaule. Considère cela comme un investissement dans ton avenir. Je savais que ce n'était pas seulement un cadeau. C'était une laisse. La maison, une superbe pièce d'architecture moderne évaluée à plus d'1 million de dollars, se trouvait dans une banlieue aisée à seulement 20 minutes de leur vaste domaine. Cela me gardait prêt, attaché à leur monde, une belle exposition dans leur collection de succès. J'étais la fille artiste avec la jolie maison. Le fait que je l'ai conçue moi-même et que mon entreprise de photographie prospérait réellement, me valant des articles dans des magazines prestigieux, était une note de bas de page qu'il mentionnait rarement. Mon succès était le mien, mais le fondement sur lequel il était bâti la maison, l'éducation, le nom était le leur, et il ne me laissait jamais l'oublier. Mes journées étaient un équilibre délicat. Je passais des semaines sur la route, capturant la beauté austère d'un nouveau musée ou la dignité tranquille d'une maison historique, me sentant libre et capable. Puis je rentrais, et le poids des attentes retombait sur mes épaules.
Les dîners du dimanche étaient obligatoires. Les vacances en famille étaient non négociables. Ma vie était cloisonnée, le monde vibrant et indépendant que je m'étais construit, et la cage dorée dans laquelle je devais revenir. Ma meilleure amie, Martha, était la seule à vraiment comprendre. Nous étions amis depuis l'université, et elle était tout ce que ma famille n'était pas, directe, sans prétention et farouchement loyale envers moi, pas envers mon nom de famille. Ils ne te voient pas, Lise, me disait-elle autour d'un café. Ils voient un reflet d'eux-mêmes. Ton succès ne compte pour eux que s'ils peuvent s'en attribuer le mérite. Elle était avocate immobilière, une profession à la fois impressionnante et, dans son cas, un moyen d'aider les gens à naviguer dans des situations compliquées. Je ne savais pas à quel point ces compétences me deviendraient vitales. J'essayais de croire que ma famille m'aimait à sa manière. J'essayais de voir leur contrôle comme de l'inquiétude, leur jugement comme un désir de ma sécurité. La maison n'était pas une laisse, c'était un filet de sécurité. Les appels fréquents n'étaient pas de la surveillance, ils prenaient juste des nouvelles. Je trouvais des excuses pour les pics subtils, les compliments à double tranchant, la façon dont mes réalisations étaient toujours minimisées à côté de celles de Charles. Oh, un autre article de magazine. C'est charmant, ma chère, disait ma mère avant de pivoter immédiatement. Charles vient de conclure un accord qui va rapporter 8 chiffres au cabinet. Nous sommes si fiers. Je me contentais de sourire et d'acquiescer, la piqûre familière de l'insuffisance me submergeant. C'était le prix d'entrée dans la famille Harrison. Je l'ai accepté parce que je pensais devoir le faire. Je l'ai accepté parce qu'au fond de moi, une partie de moi craignait qu'ils aient raison. Peut-être n'étais-je pas aussi forte ou capable que Charles. Peut-être avais-je besoin d'eux. Peut-être que ma vie n'était qu'un produit de leur générosité. La gratitude était mon loyer pour vivre dans leur monde. Et pendant 32 ans, je l'avais payé sans poser de questions. Je me disais que c'était un petit prix pour une vie de confort et d'opportunité. Je n'avais aucune idée du coût réel, ni que la facture était sur le point d'arriver de la manière la plus brutale imaginable. Le jour où mon monde s'est fracturé a commencé comme n'importe quel autre mardi. J'étais dans mon bureau à domicile, éditant une série de photos que j'avais prises d'un phare restauré sur la côte. Le travail était méticuleux et apaisant, chaque clic de souris rendant l'image plus nette, révélant la beauté de la pierre patinée et du fer vieilli. Mon téléphone a sonné, affichant le nom de mon père. J'ai soupiré, interrompant mon travail. Un appel de mon père pendant la journée de travail signifiait généralement l'une des deux choses suivantes, une convocation à un événement familial de dernière minute, ou une douce suggestion concernant ma carrière. « Salut papa », ai-je répondu, forçant un ton joyeux. « Tout va bien, Elisabeth, justement la bonne personne », a-t-il dit, sa voix résonnant de son autorité habituelle. « Ta mère et moi partons en Europe pour un mois. Un petit voyage en Italie et en Grèce. Nous partons jeudi. Charles vient dîner demain soir pour nous dire au revoir, et nous t'attendons. 19 heures précises. Ce n'était pas une question ou une invitation. C'était un ordre. Bien sûr, papa, je serai là, ai-je dit. Ça a l'air d'être un voyage merveilleux. Je suis un peu jalouse. Comme tu devrais l'être, a-t-il ri. Nous te rapporterons quelque chose de sympa. Maintenant, j'ai Charles sur l'autre ligne. J'ai besoin de confirmer certains détails avec lui concernant le cabinet. Je te vois demain. Et puis, j'ai entendu le clic. Ou du moins, je l'ai cru. C'était le son faible, minuscule d'un bouton pressé de son côté. Le genre de son qui signale habituellement la fin d'une conversation. J'étais sur le point de raccrocher mon téléphone, quand j'ai de nouveau entendu sa voix, ne me parlant pas à moi, mais à quelqu'un d'autre. C'était plus faible, étouffé, comme si le téléphone reposait maintenant sur son bureau ou son épaule, au lieu d'être à sa bouche. Il n'avait pas raccroché correctement. Mon premier instinct fut de raccrocher moi-même. Cela semblait intrusif d'écouter, mais ensuite, j'ai entendu mon nom, et je me suis figé. C'était Elisabeth ? C'était mon frère, Charles. Sa voix était plus claire maintenant, comme si mon père l'avait mis sur haut-parleur. Oui, grommela mon père. Le ton joyeux et autoritaire qu'il avait utilisé avec moi avait disparu, remplacé par quelque chose de fatigué et de dédaigneux, juste pour lui rappeler ses devoirs filiaux. Charles rit. Ce n'était pas un rire gentil. Il était sec et moqueur. Dieu nous garde que la grande artiste manque un dîner de famille.
A-t-elle la moindre idée de ce que cette maison lui coûte en taxes et en entretien? Ne m'en parle pas, répliqua mon père et mon estomac se noua. Ta mère n'arrête pas de dire que c'est un bon investissement dans le portefeuille de la famille, mais je sais ce que c'est. C'est un monument à la médiocrité. Chaque mot était un coup physique. J'ai sombré dans ma chaise, ma main serrant le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'ai senti ma respiration se couper dans ma poitrine, mes oreilles bourdonnant. C'était mon père. C'était mon frère qui parlait de moi. Elle n'arrivera jamais à rien, Charles. Tu le sais, continua mon père, sa voix empreinte d'un étrange mélange de résignation et de mépris. C'est juste une perdante qui vit sur notre nom, prenant des photos de bâtiments. C'est une blague. Dieu merci, je tais-toi pour reprendre le cabinet. Au moins l'un de mes enfants est une réussite. Un instant de silence, puis vinrent les mots qui brisèrent les derniers vestiges de mon déni. Charles répondit, son ton dégoulinant d'amusement, « Eh bien, quelqu'un doit payer pour ses petits passe-temps. Ne t'inquiète pas, papa. Je veillerai à ce que son allocation soit toujours prise en charge quand je serai aux commandes. » Et puis ils ont tous les deux ri. C'était un rire partagé, complice, le son de deux personnes confirmant une vérité qu'ils avaient tous deux acceptée depuis longtemps. Pour eux, je n'étais pas une fille ou une sœur. J'étais un fardeau financier, un échec, un cas de charité. La ligne téléphonique est devenue silencieuse. Cette fois pour de bon. Je suis resté assise dans le bureau silencieux, l'écho de leur rire résonnant encore à mes oreilles. Le bel espace lumineux que j'avais conçu et chéri, semblait soudain une prison. Les photos sur mon écran, des images dont j'avais été si fier quelques minutes auparavant, me semblaient frivoles et pathétiques. Un monument à la médiocrité, une perdante vivant sur notre nom. Les mots se répétaient dans ma tête, une bande-son vicieuse et en boucle de ma vie. Chaque cadeau, chaque acte de générosité, chaque soutien fut soudainement recontextualisé. Ce n'était pas de l'amour ou de l'inquiétude. C'était une transaction. Il me soutenait pour maintenir l'image de la famille, tout en se moquant en privé de mon incapacité à me débrouiller seul. Le pire était la honte profonde, écrasante. Une partie sombre de mon esprit chuchotait qu'ils avaient raison. M'étais-je trompé tout ce temps? Mon indépendance était-elle une illusion complète? N'étais-je qu'une enfant jouant à l'adulte à succès, financée par un père qui me considérait comme une blague? Les larmes montèrent à mes yeux, chaudes et colériques. Mais sous la douleur, autre chose se réveillait, un noyau froid et dur de rage. C'était un sentiment que j'avais supprimé pendant des années, une fureur que j'avais toujours redirigée vers l'intérieur, comme un doute de moi-même. Mais maintenant, elle avait une cible. Il m'avait sous-estimé toute ma vie. Il me voyait comme faible, dépendante et insignifiante. Il pensait que je continuerais à sourire et à dire merci, contente dans ma cage dorée. Ils avaient commis une erreur fatale. Ils avaient oublié de raccrocher le téléphone, et ce faisant, ils venaient de me donner la clé de ma propre liberté. La performance était terminée. Les heures qui ont suivi cet appel téléphonique ont été un flou de fureur froide et silencieuse. Je n'ai plus pleuré. La douleur s'était cristallisée en quelque chose de net et clair, la résolution. J'ai marché à travers ma belle maison ensoleillée, une maison dans laquelle j'avais mis tout mon cœur, et je l'ai vue pour ce qu'elle était devenue, un symbole de leur tromperie. Chaque finition haut de gamme, chaque étagère sur mesure, chaque fenêtre du sol au plafond me semblait un témoignage non pas de mon succès, mais de leur condescendance, un monument à la médiocrité. Les mots étaient gravés dans mon esprit. J'ai annulé mes rendez-vous pour le reste de la semaine, invoquant une affaire personnelle soudaine. Je ne pouvais pas faire face aux clients. Je ne pouvais pas faire semblant de me soucier des lignes épurées d'un bâtiment quand le fondement même de ma vie venait de s'effondrer. Mon premier instinct fut de les confronter, de faire irruption dans ce dîner d'adieu le lendemain soir, de passer un enregistrement de l'appel. J'avais instinctivement appuyé sur enregistrer sur l'écran de mon téléphone au milieu de leur conversation et de regarder leur visage tandis que leur hypocrisie était mise à nu. Mais qu'est-ce que cela aurait accompli? Ils l'auraient nié. Ils m'auraient gaslighté, m'auraient traité d'hystérique, et m'auraient accusé d'espionnage. Ils auraient tout déformé jusqu'à ce que je sois la coupable, la fille ingrate qui avait violé leur vie privée. Ils avaient passé toute une vie à maîtriser ce genre de guerre psychologique. Une confrontation directe aurait été une bataille sur leur propre terrain, et j'aurais perdu. Non, une explosion ne fonctionnerait pas. J'avais besoin de quelque chose de plus calme,
de plus froid et de beaucoup plus permanent. Je devais démanteler ma vie telle qu'ils la connaissaient, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus rien à contrôler ou à rabaisser. La première personne que j'ai appelée fut Martha. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, « Salut Lise, quoi de neuf ?» Je ne pouvais pas former les mots au début. Un sanglot étranglé s'est échappé de mes lèvres, et elle est immédiatement passée en mode alerte maximale. « Lise, ça va ? Où es-tu ? » « Je suis à la maison », ai-je réussi à dire, ma voix tremblante. « Peux-tu venir ? Il s'est passé quelque chose. » Elle était à ma porte en 20 minutes, l'air inquiet. Je l'ai laissée entrer, et sans un mot, je lui ai passé l'enregistrement. Elle a écouté, son expression passant de l'inquiétude à l'incrédulité, et finalement à une rage pure et inconditionnelle en ma faveur. Quand ce fut terminé, elle n'a pas offert de platitude ou de câlin réconfortant. Elle m'a juste regardé, les yeux flamboyants. « Ok, » dit-elle, sa voix basse et régulière. « Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens ?» Le mot ont été le premier point d'ancrage que j'avais eu de la journée. Cela m'a ancré, me rappelant que je n'étais pas entièrement seul. « Je veux sortir, Martha, » ai-je dit, les mots semblant lourds et réels en les prononçant. Complètement. Je veux disparaître de leur vie si complètement qu'ils n'auront plus rien à désigner, plus rien à moquer, et plus rien à contrôler. Martha hocha lentement la tête, son esprit juridique déjà en marche. Disparaître est une chose. Le faire d'une manière qui te protège et coupe tous les liens en est une autre. Ils ont un levier financier sur toi, à commencer par cette maison. Elle avait raison. Le cadeau de la maison était ma plus grande vulnérabilité. Mon père l'avait payé, mais l'acte était à mon nom. Ou du moins, je le pensais. Commençons par là, dit Martha, sortant son ordinateur portable de son sac. Je vais consulter les registres de propriété pour cette adresse tout de suite. Je veux voir exactement comment le titre est détenu. Nous sommes restés silencieuses pendant qu'elle tapait, le bruit des touches remplissant le salon caverneux. J'ai regardé son visage, priant pour qu'elle ne trouve pas ce que nous soupçonnions toutes les deux. Après quelques minutes, sa mâchoire se serra. Elle tourna l'écran vers moi. « Ils sont malins, » dit-elle d'un ton sombre. « L'acte est à ton nom, mais ton père est listé comme détenteur de privilèges. Il a placé une hypothèque privée sur la propriété pour la valeur totale des coûts de construction, garantie par la maison elle-même. » Mon sang se glaça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que si tu vends la maison, il est payé en premier sur le produit de la vente. Cela signifie aussi qu'il pourrait, en théorie, te saisir si tu violais une clause qu'il a enterrée dans l'accord. Ce n'était pas un cadeau, Lise. C'était un prêt avec des ficelles invisibles. Il t'a donné l'illusion de la propriété, mais il détient tout le pouvoir. Bien sûr, il l'avait fait. C'était sa signature, un acte de générosité supposé qui était en réalité un mécanisme de contrôle finement élaboré. Cela garantissait que je ne pourrais jamais être vraiment libre sans sa permission. Pendant des années, j'avais cru que la maison était à moi. Maintenant, je savais que ce n'était qu'une autre partie de la cage. Alors, je ne peux pas simplement la vendre et partir, ai-je demandé, une vague de désespoir me submergeant. Pas en gardant l'argent, confirma Martha. Mais le privilège est la seule chose qui te lie financièrement à lui sur cette propriété. Tu as payé les taxes, l'assurance, l'entretien. Tu as de la plus-value, surtout depuis que la valeur marchande a augmenté depuis sa construction. Elle se pencha en avant, les yeux perçants. Il pourrait y avoir un moyen, mais il faut que ce soit rapide et silencieux. Ils partent en Europe dans 2 jours. Cela nous donne une fenêtre, une très petite. Un plan commença à se former dans le chaos de mon esprit, vague au début, puis prenant forme et substance. C'était audacieux, terrifiant, et semblait tout à fait, indéniablement juste. Ils pensaient que j'étais une perdante, une dépendante qui ne pouvait pas survivre sans eux. J'étais sur le point de leur montrer à quel point leur petite ratée pouvait être ingénieuse. « Martha » ai-je dit, ma voix stable pour la première fois depuis l'appel. « Dans combien de temps peux-tu m'aider à vendre une maison ?» Elle a regardé l'enregistrement de propriété accablant sur son écran, puis le nouveau regard d'acier dans mes yeux. Un lent sourire s'est répandu sur son visage. « Pour toi, Lise ? Voyons voir. Brûlons tout. » Les fissures dans le fondement de ma vie avaient été exposées. Maintenant, il était temps de faire s'effondrer toute la structure.
Le dîner d'adieu fut la plus dure performance de ma vie. Je suis entré dans la maison opulente de mes parents, l'air épais du parfum de lys et de parfums coûteux, et les ai salués avec le même sourire habituel que j'avais porté pendant des années. Mon père, Georges, m'a serré dans une brève accolade rigide, sentant le scotch et l'autosatisfaction. Ma mère, Emma, m'a embrassé l'air près de la joue et a complimenté ma robe, ses yeux me scrutant à la recherche d'imperfection. Et Charles, mon frère, m'a donné une tape amicale dans le dos. La même main qui un jour contrôlerait mon allocation. Leur rire, le même rire que j'avais entendu au téléphone, résonnait dans ma mémoire. J'ai dû physiquement serrer la mâchoire pour ne pas tressaillir. Chaque mot qu'ils prononçaient était filtré par ma nouvelle compréhension. Quand mon père apportait un toast à la famille, j'ai vu un PDG portant un toast à ses actifs. Quand ma mère a parlé de leur prochain voyage, j'ai entendu une femme échappant à la légère gêne de l'existence de ses enfants. Quand Charles a plaisanté sur le fait de tenir le fort, j'ai vu un prince désireux que le roi abdique. Ils m'ont posé des questions sur mon travail, et je leur ai donné les réponses vagues et agréables habituelles, les mots ayant le goût de cendre dans ma bouche. J'étais un fantôme à mon propre dîner de famille, les observant de loin, les voyant pour la première fois tels qu'ils étaient vraiment. Des étrangers qui partageaient mon sang, mais pas mon cœur. Le lendemain matin, le vrai travail commença. Martha et moi nous sommes rencontrés dans un petit café anonyme du centre-ville. Notre table était couverte de documents. « Ok, la première phase, c'est la vitesse, » dit Martha, poussant un dossier vers moi. J'ai une liste d'acheteurs au comptant et de groupes d'investissement immobilier qui se spécialisent dans les ventes rapides hors marché. Le prix sera légèrement inférieur à la valeur marchande, mais ce sera rapide et discret. Pas de panneaux à vendre sur la pelouse, pas d'annonce publique. Combien de moins, ai-je demandé. Peut-être 5 à 7%. Sur une maison comme la tienne, c'est un chiffre significatif, mais en échange, tu obtiens une clôture en quelques semaines, pas en quelques mois. Ils paieront en espèces, ce qui évite tous les délais habituels de souscription d'hypothèque. J'ai fait le calcul dans ma tête. C'était un prix que j'étais plus que prêt à payer pour ma liberté. Fais-le, ai-je dit sans hésitation. Martha hocha la tête, déjà en train de taper sur son téléphone. J'ai déjà pris contact avec 2 des acheteurs les plus agressifs. Je leur ai dit que nous avions un vendeur très motivé cherchant une offre entièrement en espèces avec une clôture sous 10 jours. Son professionnalisme était mon bouclier, me permettant de me concentrer sur l'étape suivante, plus compliquée, démêler le reste de ma vie de ma famille. Pendant que Martha s'occupait de la maison, j'ai commencé à suivre la piste de l'argent. Mon père avait insisté pour que j'utilise son conseiller en gestion de patrimoine personnel pour guider mes investissements il y a des années. Un homme nommé Monsieur Abernathy, qui me traitait toujours avec un air paternel bienveillant. J'avais un portefeuille d'actions et d'obligations que je regardais rarement, faisant confiance à ce qu'il soit géré de manière responsable. Maintenant, je voyais cette confiance pour ce qu'elle était, une ignorance volontaire. Je me suis connecté à mon compte d'investissement, mes mains tremblant légèrement. Je m'attendais à trouver plus de ficelles, plus de comptes détenus conjointement ou contrôlés par mon père. À ma surprise, le portefeuille était entièrement à mon nom. Il était substantiel, un mélange d'actions de premier ordre et de fonds communs de placement. Pendant un instant, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Peut-être que cela au moins était vraiment à moi. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le compte avait été créé comme un trust avec moi comme bénéficiaire. Le fiduciaire ? Mon père. J'ai immédiatement appelé Martha. Qu'est-ce que cela signifie s'il est le fiduciaire de mon compte d'investissement, ai-je demandé, arpentant mon bureau. Cela signifie qu'il a le contrôle administratif, a-t-elle expliqué, la voix tendue. Il ne peut pas retirer l'argent pour lui-même, ce serait illégal. Mais il peut prendre des décisions d'investissement et, plus important encore, il peut te bloquer. Il reçoit probablement des relevés en double. Il sait exactement ce qu'il y a dedans et ce que cela rapporte. Si tu essaies de le liquider, une alerte lui sera envoyée directement. Encore une cage, celle-ci faite de papier numérique. J'ai ressenti une vague de frustration. Il avait construit une forteresse autour de moi, avec des murs financiers si hauts que je ne pouvais pas les voir. Mais toute forteresse a une faiblesse. Y a-t-il un moyen de changer de fiduciaire, ai-je demandé. C'est compliqué, dit Martha. Il faudrait que tu déposes une requête au tribunal,
prouver qu'il n'agit pas dans ton meilleur intérêt. Ce serait un long combat désordonné, et il en serait informé dès le premier jour. Le temps n'était pas de mon côté. Il serait en Europe pendant un mois. Je devais être parti avant leur retour. La vente de la maison me donnerait une somme d'argent importante, mais la liquidation de mon portefeuille me donnerait une liberté réelle et intraçable. J'ai passé les 2 jours suivants à parcourir les documents de fiducie, le jargon juridique nageant devant mes yeux. Tard dans la 2e nuit, alimenté par le café et le désespoir le plus total, je l'ai trouvé, une seule clause enfouie profondément dans les petits caractères. Elle stipulait que le bénéficiaire pouvait assumer le rôle de fiduciaire si le fiduciaire actuel devenait incapable ou autrement injoignable pendant une période de plus de 14 jours consécutifs. 14 jours. Mes parents seraient partis pendant 30 jours. Ils seraient en croisière dans des villages italiens reculés, se déplaçant entre les hôtels. Ils seraient, à toutes fins utiles, injoignables. C'était une clause standard, probablement l'une que les avocats de mon père avaient incluse sans y penser, n'imaginant jamais qu'elle serait utilisée contre lui. Mais je pouvais l'utiliser. Avec la bonne documentation et les itinéraires de vol, les réservations d'hôtels les montrant hors du pays, et un affidavit sous serment, je pouvais demander à la société d'investissement de m'accorder le contrôle. C'était un pari risqué, un pari sur la bureaucratie de l'entreprise et la faible probabilité que quelqu'un remette en question une demande qui était techniquement conforme. C'était mon chemin. La vente de la maison serait mon fonds d'évasion. Prendre le contrôle du trust serait ma déclaration d'indépendance. Ils avaient construit ma cage avec de l'argent, et j'allais utiliser ce même argent pour la démolir. J'ai regardé la photo sur mon bureau, une de mes parents et Charles, tous souriant leur sourire parfait et pratiqué lors d'un gala. Vous pensez que je suis une perdante? Ai-je chuchoté à la photographie. Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. Les 10 jours qui ont suivi ont été une masterclass dans le chaos contrôlé. Mes parents et Charles sont partis pour l'Europe un jeudi, leur fils d'actualité sur les réseaux sociaux se remplissant immédiatement de photos de coupes de champagne dans un salon d'aéroport de première classe. Au moment où ils étaient dans les airs, mon plan s'est mis en marche. Martha avait fait des miracles. Elle avait trouvé une société d'investissement qui voyait ma maison non pas comme un foyer, mais comme un bien immobilier de premier ordre dans un quartier en rapide appréciation. Ils ont fait une offre entièrement en espèces qui était juste 4% en dessous de mon prix demandé, et ils ont accepté une clôture sous 10 jours. La garantie que mon père détenait était une complication, mais pas un obstacle insurmontable. La société de titres lui enverrait un chèque directement pour le montant de la garantie à partir du produit de la vente, et le reste serait viré sur un compte de mon choix, un compte que j'avais déjà ouvert dans une nouvelle banque à mon nom, et à mon nom seulement. Pendant que la vente était en séquestre, j'ai commencé l'effacement systématique d'Elizabeth Harrison. J'ai fouillé chaque tiroir, chaque placard, chaque boîte de ma maison. J'ai divisé ma vie en 3 piles. La première était la pile à garder, mon équipement photo, mes disques durs pleins de mon travail, quelques objets sentimentaux qui contenaient des souvenirs non contaminés par ma famille, et suffisamment de vêtements pour commencer une nouvelle vie. Cette pile était étonnamment petite. La deuxième était la pile à vendre, des meubles de designer, des œuvres d'art coûteuses que je n'avais jamais vraiment aimées, et des bijoux que mes parents m'avaient offerts au fil des ans, des cadeaux que je comprenais maintenant n'être que des jetons dorés de contrôle. J'ai trouvé un magasin de dépôt-vente réputé pour les meubles et l'art, et un bijoutier privé qui payait des prix équitables pour le reste. Tout a été vendu discrètement contre de l'argent. La troisième pile était la plus grande, la pile à donner, livres, ustensiles de cuisine, linge de maison, décoration, tout ce qui n'était pas assez précieux pour être vendu, mais trop utile pour être jeté. J'ai programmé plusieurs ramassages auprès d'une association caritative locale, dépouillant ma maison jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une coquille vide et résonnante. Chaque objet dont je me suis débarrassé m'a donné l'impression de me défaire d'une couche d'une vie qui n'a jamais été vraiment la mienne. C'était épuisant, émouvant, mais aussi incroyablement libérateur. Simultanément, j'exécutais la deuxième partie de mon plan, prendre le contrôle de ma fiducie. J'ai rédigé une lettre formelle à la société d'investissement citant la clause de l'accord de fiducie. J'ai joint des copies de l'itinéraire de voyage de mes parents publiquement affichés, un affidavit sous serment déclarant que j'étais incapable de joindre le fiduciaire, George Harrison, pour des décisions financières critiques et urgentes. Et les formulaires juridiques nécessaires que Martha avait préparés. Je n'ai pas menti. J'ai simplement présenté la vérité à mon avantage. Ils étaient, en fait, injoignables pour les décisions quotidiennes.
J'ai envoyé le colis par courrier recommandé, un compte à rebours commençant au moment où il a été signé. J'ai passé mes journées à emballer et à vendre, et mes nuits au téléphone avec des déménageurs et des garde-meubles. J'ai trouvé une entreprise de déménagement longue distance capable de transporter ma petite pile d'objets à conserver vers un entrepôt sécurisé et climatisé dans une ville à des milliers de kilomètres, une ville que j'avais choisie au hasard, où je ne connaissais personne. La livraison serait effectuée sous un nouveau nom de société que j'avais enregistré, une SARL pour mon entreprise de photographie, créant une autre couche de séparation. Je construisais une nouvelle identité tout en démantelant l'ancienne. Le plus difficile fut de dire au revoir à Martha. Elle était mon seul lien avec la vie que je laissais derrière moi, et l'idée de couper ce lien était angoissante. Nous nous sommes rencontrés pour un dernier dîner dans notre restaurant thaïlandais préféré, un monde loin des établissements de haute cuisine que mes parents fréquentaient. « Es-tu sûre de ça, Lise » demanda-t-elle, sa voix douce. « Tu n'as pas à couper tout le monde. Tu n'as pas à me couper. » « Je ne te coupe pas, promis-je, mes yeux humides. Je passe juste inaperçu. J'ai besoin de temps pour savoir qui je suis sans le nom Harrison au-dessus de ma tête. Une fois que je serai installé, une fois que je serai en sécurité, je te contacterai. Je le promets. » Elle me serra la main à travers la table. « Sois juste prudente. Ton père est un homme puissant. Quand il découvrira ce que tu as fait, il sera furieux. » « Je sais, » dis-je. Mais pour la première fois de ma vie, je n'ai pas peur de sa colère. Qu'est-ce qu'il va faire? Reprendre la maison que je viens de vendre? Geler les actifs que je contrôle maintenant? Le 9e jour, 2 emails cruciaux sont arrivés. Le premier venait de la société de titres. La vente de la maison avait officiellement été clôturée, une somme substantielle à 6 chiffres, ma part après avoir remboursé la garantie de mon père, était maintenant sur mon nouveau compte bancaire non surveillé. Le second email venait de la société d'investissement. Après avoir examiné ma documentation, ils avaient approuvé ma demande. Avec effet immédiat, j'obtenais le contrôle total en tant que seul fiduciaire de mon portefeuille. Je n'ai pas hésité. Je me suis connecté et j'ai initié une liquidation complète de mes actifs. Il faudrait quelques jours pour que les transactions soient réglées, mais au moment où l'avion de ma famille atterrirait sur le sol américain, l'argent aurait disparu, viré sur un autre nouveau compte dans une autre banque. Le dernier jour fut un tourbillon. Les déménageurs sont arrivés tôt le matin et ont vidé le reste de mes affaires. À midi, la maison était complètement vide. Elle était vaste et silencieuse, mais pas résonnant sur les planchers nus. J'ai traversé les pièces une dernière fois, ne voyant plus une prison, mais un navire qui m'avait porté jusqu'à ce moment. Ce n'était qu'un bâtiment, et il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Avant de partir, j'ai fait une dernière chose. Je me suis assise à l'îlot de cuisine en marbre froid, le seul meuble restant, et j'ai sorti une seule feuille de papier à en-tête coûteuse que j'avais gardée. Avec un stylo noir et mon écriture la plus soignée, j'ai écrit seulement 5 mots. J'ai plié la note, l'ai posée au centre de l'îlot, et suis sorti par la porte d'entrée, laissant la clé sur le comptoir. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis monté dans ma voiture, qui était déjà pleine d'une seule valise, et j'ai commencé à rouler. Je n'avais pas de destination, seulement une direction, loin. La grande disparition d'Elizabeth Harrison était terminée. Il ne restait plus qu'à ma famille de rentrer à la maison et de découvrir le fantôme qu'ils avaient créé. Pendant 30 jours, George, Emma et Charles Harrison ont vécu dans une bulle de luxe béate. Leur voyage à travers l'Europe fut une expérience méticuleusement organisée, passant d'hôtels 5 étoiles à Rome à des excursions en yacht privé dans les îles grecques. Ils ont posté des photos de ruines antiques, de repas gastronomiques et de côtes ensoleillées. Leur légende était pleine de nouvelles joyeuses pour leur cercle social, brossant le tableau d'une famille parfaite et insouciante, profitant des fruits de leur travail. Ils ont appelé le téléphone d'Elisabeth quelques fois, laissant des messages vocaux joyeux, légèrement condescendants. Je viens de voir la plus charmante petite galerie d'art à Florence. Ma chérie, ça m'a fait penser à toi. J'espère que tu es sage, avait gazouillé Emma dans un message. Georges avait laissé un grognement, tout va bien à la maison? Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Aucun d'eux n'a remarqué qu'elle n'avait jamais rappelé. Ils étaient trop absorbés par leur propre monde pour considérer son silence comme autre chose que sa nature habituelle, calme et légèrement distante. Sur le long vol de retour, ils étaient de bonne humeur, riant et plaisantants.
Georges était satisfait des rapports qu'il avait reçus du cabinet. Charles se sentait confiant et prêt à assumer plus de responsabilités. Emma planifiait déjà le dîner où elle régalerait ses amis de récits de leur voyage. Charles se tourna vers son père alors que l'avion entamait sa descente. Alors, on garde toujours le plan de convaincre Lise de vendre cette maison qui coûte cher? On pourrait développer ce terrain, y construire quelques maisons témoins, faire un vrai retour sur votre investissement. Georges sirota son champagne et sourit. Patience, fiston. On la laissera jouer à la photographe encore 1 an ou 2. Quand elle s'ennuiera inévitablement ou manquera d'argent, elle viendra nous voir. Elle le fait toujours. Ils atterrirent, passèrent rapidement la douane et furent accueillis par leur chauffeur. La conversation sur le chemin du retour était légère, remplie de projets pour les semaines à venir. Alors qu'ils s'engageaient dans la longue allée sinueuse de leur propriété, Georges décida sur un coup de tête. « James, dit-il au chauffeur, passe devant la maison d'Elisabeth. Je veux m'assurer qu'elle n'a pas laissé l'aménagement paysager se gâter pendant notre absence. » La voiture tourna dans la rue familière bordée d'arbres. Alors qu'il s'approchait de la maison d'Elisabeth, Emma fut la première à remarquer quelque chose d'étrange. « C'est bizarre, dit-elle en plissant les yeux. Tous les rideaux sont partis. On peut voir à travers la maison. » Georges se pencha en avant. Elle avait raison. La maison avait un aspect vide, creux. La pelouse manucurée était impeccable, mais la maison elle-même semblait vide. Elle les fait probablement nettoyer, grommela-t-il, bien qu'une lueur d'inquiétude s'allume dans sa poitrine. Chauffeur, entrez dans l'allée. La voiture s'arrêta. Georges en sortit, suivi de Charles et Emma, leurs bagages oubliés pour le moment. Il remonta l'allée en pierre jusqu'à la porte d'entrée et sortit sa clé de rechange de son trousseau, une clé qu'Elisabeth ne savait pas qu'il possédait. Il l'inséra dans la serrure et tourna. Rien ne se passa. La clé ne tournait pas. « Qu'est-ce que le diable » marmonna-t-il en remuant la clé. Elle a changé les serrures. Charles s'avança et regarda à travers le grand panneau de verre à côté de la porte. Ses yeux s'écarquillèrent. « Papa, il n'y a rien là-dedans. C'est vide. Complètement vide. » Emma se précipita à ses côtés, sa main volant à sa bouche. « Quoi? C'est impossible. Où sont tous ces meubles? Où est Elisabeth ?» La panique commençait à s'installer. Le visage de Georges s'endurcit. Il secoua la poignée de porte, puis frappa lourdement sur la lourde porte en chêne, le son résonnant de manière anormale. « Elisabeth, ouvre cette porte. Elisabeth ?» Seul le silence répondit. Sa colère montant. Il fit le tour de la maison, cherchant une autre entrée. Il trouva une fenêtre arrière légèrement ouverte. Avec un grognement, il la força à s'ouvrir et se hissa à l'intérieur, tombant sur le sol de la cuisine vide. Le silence était absolu. La maison était une coquille immaculée et stérile. Les pas résonnaient. Il traversa le salon vide, la salle à manger vide, et monta les escaliers vers les chambres. Son placard était vide. Les salles de bain étaient impeccablement propres. Il n'y avait aucune trace de sa fille. Charles et Emma, ayant trouvé une autre fenêtre déverrouillée, le suivirent, leur visage masque de confusion et d'une appréhension grandissante. « Où est-elle » murmura Emma, sa voix tremblante. « Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? A-t-elle été cambriolée? » « Non, dit Georges, sa voix dangereusement basse. Il venait de le repérer. Sur la vaste étendue brillante de l'îlot de cuisine en marbre, il y avait une seule feuille de papier blanc pliée. Il s'avança, la saisit. Il la déplia, ses yeux parcourant les 5 mots simples et élégants écrits de la main de sa fille. Il les lut 1 fois, puis 2, son visage se vidant de ses couleurs. Le sang se retira de son visage alors qu'une compréhension froide et terrifiante l'envahissait. Il avait été déjoué. Charles vint à ses côtés. « Qu'est-ce que c'est, papa? Qu'est-ce que ça dit ?» La main de Georges trembla alors qu'il tendait la note. Charles et Emma se penchèrent pour lire le message. La note sur le comptoir de marbre disait « La perdante de la famille a fait ça ». Pendant un long moment, personne ne parla. Les mots planaient dans l'espace vide. Une accusation et une déclaration tout en un. La fille silencieuse et complaisante, l'échec artistique qu'ils avaient si facilement écarté, avait disparu. Et à sa place, elle avait laissé un vide béant,
une maison vide d'1 million de dollars et un message qui coupait plus profondément que toute accusation criée. Le rire de l'avion semblait un lointain souvenir d'une autre vie. Leur retour à la maison n'était pas une célébration. C'était un règlement de compte. Les retombées furent exactement aussi chaotiques et satisfaisantes que je l'avais imaginé. Mon père, George, réagit avec une fureur explosive. Martha, qui me tenait au courant par le biais de connaissances mutuelles et de registres publics, me fit un compte-rendu complet. Il engagea des détectives privés. Il appela tous les amis que j'aurais pu avoir. Il tenta de me déclarer personne disparue, mais la police l'informa qu'une femme de 32 ans, sans signe de crime, avait le droit de disparaître si elle le souhaitait. Quand il découvrit que la maison avait été vendue, il faillit faire un anévrisme. Le fait que son hypothèque ait été remboursée intégralement, une transaction parfaitement légale et finale, le laissa sans recours. L'argent était parti, transféré sur un compte qu'il ne pouvait pas tracer. C'était un homme habitué à un contrôle absolu, et je l'en avais entièrement dépouillé. L'histoire que lui et ma mère racontèrent à leur cercle social fut un chef-d'œuvre de gestion des dégâts. Ils prétendirent que j'avais subi une sorte de dépression nerveuse, que j'étais une âme troublée qui s'était enfuie impulsivement. Ils présentèrent cela comme une tragédie familiale, se faisant passer pour des parents inquiets et le cœur brisé. C'était une tentative désespérée de sauver leur réputation, de me dépeindre comme l'instable plutôt que d'admettre la vérité, je les avais quittés. Charles, me dit Martha, était une autre histoire. Sa colère était mêlée d'un respect réticent et terrifié. J'avais fait quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible. J'avais battu son père à son propre jeu. Mes actions avaient introduit un niveau d'imprévisibilité dans son monde parfaitement ordonné, et cela le déconcertait. C'est lui qui découvrit finalement que j'avais pris le contrôle de ma fiducie et l'avais liquidée. La société d'investissement, liée par des lois sur la confidentialité, ne confirma que le changement de fiduciaire avait été effectué légalement et que le compte était maintenant fermé. Pour mon père, ce fut la trahison ultime. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait d'audace. J'avais utilisé son propre cadre juridique, les outils même qu'il avait mis en place pour me contrôler, pour me libérer. J'avais transformé les barreaux de ma cage en une clé. Pendant qu'il se débattait, je recommençais à zéro. Je me suis installé dans une ville calme et magnifique du nord-ouest du Pacifique, un endroit où le nom Harrison ne signifiait rien. J'ai acheté un petit appartement loft discret dans un entrepôt converti, payé en espèces. Il avait de hauts plafonds, d'immenses fenêtres et de belles vieilles briques, le rêve d'un photographe. Ce n'était pas aussi grandiose que mon ancienne maison, mais c'était la mienne d'une manière que cette maison n'avait jamais été. Chaque brique, chaque poutre, chaque centimètre carré m'appartenait, et à moi seul. J'ai continué mon travail, mais sous un nouveau nom professionnel, celui de ma SARL. Sans la pression du jugement de ma famille, ma créativité a fleuri. J'ai entrepris des projets qui m'excitaient, et non pas ceux qui seraient impressionnants dans un portfolio. J'ai voyagé non pas vers des stations balnéaires 5 étoiles, mais vers des paysages reculés, capturant la beauté brute et honnête du monde. Pour la première fois, ma vie semblait authentique. Il n'y avait pas de performance, pas de masque à porter. Il n'y avait que moi. Environ 6 mois après mon départ, j'ai envoyé un seul email intraçable à Martha. Il ne contenait qu'un nouveau numéro de téléphone sécurisé et les mots « Je vais bien. Appelle-moi ». Le soulagement dans sa voix quand elle l'a fait était palpable. Nous avons parlé pendant des heures, et je lui ai finalement raconté toute l'histoire de mon côté. Elle est devenue mon seul lien restant avec le passé, une amie fidèle qui me tenait informé de la lente implosion du mythe de la famille Harrison. Ils ne m'ont jamais retrouvé. Les détectives privés ont rencontré des impasses partout. J'avais créé une rupture nette, une nouvelle vie bâtie sur des fondations que j'avais moi-même construites. L'argent de la vente de la maison et de ma fiducie m'avait donné une couverture de sécurité, mais j'étais déterminé à vivre des revenus de mon propre travail. L'argent était un outil de liberté, pas une béquille. Je pense souvent à cet appel téléphonique, aux mots négligents et cruels qui m'ont libéré. Mon père et mon frère n'avaient aucune idée qu'en leur moment d'arrogance partagée, ils me donnaient le plus beau cadeau de ma vie, la vérité. Ils m'ont montré mon reflet dans leurs yeux, et j'ai détesté ce que j'ai vu. Non pas parce que je croyais être une perdante, mais parce que j'ai vu combien de temps je les avais laissés me faire sentir comme telle. Ma vengeance n'était pas dans la maison vide ou l'argent manquant. Ce n'était que le mécanisme de mon évasion. Ma vraie vengeance est dans ma vie tranquille, heureuse et ordinaire.
C'est dans le café du matin que je bois en regardant une ville qui ne connaît pas mon ancien nom. C'est dans la fierté que je ressens quand je vois mon travail publié sous mon nouveau nom. C'est dans la paix que je ressens en sachant que ma valeur n'est pas déterminée par un portefeuille boursier ou un héritage familial, mais par mon propre caractère et mes propres créations. Je ne suis plus une Harrison. Je ne suis pas défini par leurs richesses ou leurs attentes. Je suis Elisabeth, photographe, une femme qui a construit son propre avenir, une photographie à la fois.